les couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Lire de toutes les couleurs, c'est une fenêtre ouverte sur l'échange de ma passion du livre avec toi, lui, elle. Nous y échangerons avec un ou plusieurs invités, des autrices, des auteurs et aussi des professionnels de la chaîne du livre. En vous remerciant, vous qui me suivez, mon plaisir est de vous partager ce nouvel épisode Lire de toutes les couleurs qui, malgré quelques bruitages de travaux impromptus, me reste un échange au paroxysme particulier avec le co-créateur de Télébocal, mon ami Richard Souviède. En journaliste libre dans l'âme, il se livre à nous autour de son parcours et de son premier ouvrage, préfacé par Marc Dufault, La famille confinée, paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Graveurs de mémoire. Richard, écoute, je suis contente de te retrouver sur Lire de toutes les couleurs avec La famille confinée. Premier ouvrage, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Ouais, certainement. J'ai commencé le second déjà. Ah, super. Ah, mais j'ai mordu à l'hameçon. Hein. T'as mordu à l'hameçon ? J'ai découvert que j'avais une âme littéraire pendant le Covid, en fait. D'accord. On s'est retrouvé sur une plateforme de famille où on a pu échanger avec les frères et les sœurs, etc. Et j'ai commencé à raconter l'histoire de nos ancêtres, de notre famille, de mon grand-père, de ma grand-mère qui vivait en Tunisie. Oui, ça commence comme ça. Donc c'est vrai que c'est une plateforme où beaucoup de personnes avec ce Covid ont monté des groupes de famille. J'ai tendance à lire que je ne lis pas les dos d'ouvrages. Et c'est vrai, je ne l'ai pas lu. Donc je suis rentrée dedans tout en te connaissant, puisqu'on se connaît depuis assez longtemps. J'ai fait la découverte de tes racines. On va parler après de Télébocal, ton bébé. Il y a cette préface. D'accord, alors on se dit, bon, Marc Dufault, journal, prétexte. Non, tu feras mécanique. Non, je ferai cinéma. C'était mon rêve d'enfant. Ouais, ton rêve d'enfant, vraiment. Et là, ça nous interpelle déjà. Et puis on commence. Et dès les premières pages, tu rentres dedans, dans le vif du sujet. Tu nous parles des personnages par ordre chronologique. Et là, on s'y perd un petit peu, pour tout te dire. On s'y perd, mais pas très longtemps. Parce que tu nous expliques. Et moi, je prends des notes. Je dis, tiens, il y a Séverine, il y a Ismaël et tout. Et là, on commence parce que c'est un dialogue. C'est ça, un échange. Ouais. On sent que toi, tu veux dire des choses. Ouais. Voilà. Alors, c'est-à-dire que tu avais ce besoin. Ouais, parce que justement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une histoire de racines. Et moi, on m'a caché mes racines quelque part. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais petit, on ne devait pas dire qu'on venait de Tunisie, on ne devait pas raconter. Et nos parents, quand ils sont arrivés en France, eux qui parlent de langue arabe, ils parlaient pas avec nous en arabe. C'est-à-dire qu'ils gardaient cette langue pour parler entre eux et pour pas qu'on sache ce qu'ils disaient entre eux sur nous, par exemple. Donc, j'ai été coupé de mes racines. Donc, pendant longtemps, on m'a dit, toi, ma mère me disait, mais toi, t'es né en France, t'es français, cherche pas à comprendre. La Tunisie, tout ça, on a tourné la page, on veut même pas en parler. C'est 30 ans après que je suis retourné en Tunisie et que j'ai amené ma mère en lui disant, maman, je veux connaître l'histoire de ma famille. Je l'ai emmenée tous les matins, on allait faire le tour des rues. Elle me disait, mais là, tu vois, j'ai grandi là, c'était ma maison. Tes frères qui sont nés dans cette maison-là, ils allaient à l'école là, juste à côté. Mais justement, ton grand-père, il faisait le pain, il était boulanger. Mais justement, dans tes échanges, tu dis à un moment donné, ma mère, elle nous disait les Arabes et les Tunisiens du moins, c'était ça. Et les Français. Et les Français, ouais. Parce que vous êtes une famille de combien d'enfants ? 6. 6 enfants et il y a une partie. C'est ça. 3 qui sont nés là-bas. Ouais. Exactement. Donc ils sont arrivés avec eux. Et 3 ici. Et toi ici. Et elle disait, vous. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais moi aussi, ça me fait rire parce qu'elle me disait, mais laisse-le, c'est les Tunisiens, vous êtes Français, vous. Parce que eux, le problème, c'est que ils ont dû être naturalisés, si tu veux. Moi, j'avais le droit du sol. Donc, moi, je suis né français parce que je suis né sur le territoire français. Mais eux, elles disaient tout le temps, mais vous êtes les Tunisiens parce qu'ils n'étaient pas français de nationalité, quoi. Mais c'est assez comique qu'elle fasse ça parmi ses enfants quand même. Ma mère, elle apprenait la division dans l'éducation. Et on découvre petit à petit qu'elle a une sacrée personnalité. Elle est incroyable. On va dire, c'est la racine, c'est l'arbre. Avec ses branches, c'est vous les branches. C'est ça. Donc d'abord, vous les enfants, c'est 6 enfants. C'est ça. Et après, il y a aussi les branches rapportées. Parce qu'on découvre
au fil du temps, des lectures et des échanges, je me dis, mais qui est Poulette? Poulette, c'est ma belle-sœur. Voilà. Et donc, je dis, d'accord, ok, c'est la belle-sœur. Oui, parce que on est pris dans cet échange qu'il y a entre vous et tout. Et puis, on voit alors. Donc, tu écris vraiment l'échange. C'est-à-dire que tu as repris les échanges. J'ai repris exactement les échanges que j'ai réécrits par moment parce que c'était un langage WhatsApp et c'était un langage un peu parlé très sommaire, quoi, en fait, comme on échange les textos, exactement. Moi, j'ai un petit peu mis une touche un peu littéraire un peu à tout ça pour que ça soit plus lisible et plus fluide. Mais voilà, c'est l'échange WhatsApp et c'est comme un livre épistolaire. Un peu. Moi, je l'ai voulu un peu comme ça, un échange comme ça. Et j'aime assez, en fait, les faire participer à ce livre-là. Et alors, au début, on a l'impression que tu te livres comme si tu es en train d'écrire sous ton journal intime. Et petit à petit, là, tu les sollicites. Tu dis à un moment donné, mais vous pouvez intervenir. On s'aperçoit quand même que les filles, elles interviennent plus tôt que les garçons. Oui. Il y a une espèce de pudeur. C'est ça, de la part des frères? Oui, parce que moi j'ai un frère, il parle pas, j'en ai un autre, il parle pas non plus, ils sont dans le déni, donc ils sont très renfermés, et ils communiquent pas vraiment sur le groupe WhatsApp. Et c'est vrai que les sœurs, oui, elles communiquent, et c'est elles qui sont, qui ont toujours un peu des choses pas très bien à dire, en fait, et qui sont très dans les reproches, etc. Donc après, justement, parce que le livre, proprement dit, il était écrit, en fait, quand j'ai commencé à monter cette plateforme. Il était écrit. Et moi, tous les jours, je publiais sur le plateforme WhatsApp familial un extrait du livre. Et c'était comme une petite série, si tu veux. Et j'avais les neveux et les nièces qui disaient, mais tonton, c'est génial ce que tu nous donnes là. On connaissait pas l'histoire de notre famille. Oui, franchement, on est très reconnaissant par rapport à ce que tu nous donnes parce que même nos parents, ils nous ont pas raconté l'histoire. Mais d'ailleurs, il y a une de tes sœurs qui dit, mais ça va les aider aussi à comprendre ce que nous on leur a pas donné et pourquoi on ne leur a pas donné. Et en fin de compte, ils étaient pas contents que je le fasse, mais une fois que ça a été fait, ils se sont dit mais en fin de compte, tu nous rends service parce que maintenant mes enfants ils sont capables de comprendre pourquoi moi je suis comme ça. En fait, au début, je décèle pas. Enfin, on décèle pas en tant que lecteur. Moi, en tant que lectrice, je ne décèle pas qu'ils sont pas contents. J'ai plus l'impression que comme les garçons n'interviennent pas, je me dis ils sont peut-être pas contents que le petit premier français là de la famille parce que les anecdotes sont on les sent vraiment très vraies, les anecdotes que tu racontes, et en plus sous toute la famille, et en plus des fois tu racontes une anecdote et là d'un seul coup t'as un des frères qui commence, qui dit non, c'est pas ça, Richard. Oui. Et là, du coup, il rentre dans le bal. Oui, c'est ça. Quand je dis, par exemple, oui, mais maman, elle faisait des différences, il y a le frère aîné qui dit, non, maman, elle a jamais fait aucune différence. Pour nous, on était tous ses enfants. Oui. Et c'est pas vrai. là ta première interruption. Et c'est là qu'il intervient, lui, parce qu'il dit, mais non, mais c'est pas juste ce que tu dis. Je dis, peut-être que maman, elle disait qu'elle n'avait pas de préférence, mais dans les faits, on voyait bien qu'elle avait une préférence pour mon second frère cadet. Oui, parce que quand tu as écrit ton ouvrage, donc avant cet échange, tu n'avais pas l'intention de mettre cet échange, puisque ça nous est arrivé pile poil comme ça, sans qu'on s'y attende. Je sais pas, moi, j'ai eu l'impression que j'avais besoin d'animer un groupe familial pour nous, on se retrouve tous ensemble dans ce groupe-là, et je pensais que c'était une bonne chose que de le faire, et c'est pour ça que j'ai commencé à raconter l'histoire de la famille que moi seul connaissais en fait, parce que moi j'ai fait des recherches. Oui. Et puis, tu as beaucoup échangé avec ta maman aussi. Beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps avec maman. Je l'ai emmenée partout. En vacances, elle était tout le temps avec nous. Mais dis-moi, Richard, est-ce que avant cet échange sur WhatsApp, est-ce qu'ils étaient au courant que tu étais en train d'écrire un livre sur la famille? Non. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est la question que je souhaitais te poser parce que je me suis dit, on a l'impression qu'ils se sont comme sentis violentés. Tu vois, que c'était quelque chose qui leur tombait sur la patate sans savoir que tu étais finalement en train d'écrire déjà l'ouvrage. Et ça, ils le savaient pas. Alors, ce qu'on m'a reproché, évidemment, c'est de dire du mal de papa, c'est de dire du mal de maman. Papa, il buvait, il rentrait, il n'était pas forcément, il avait pas. Tu dis, en fait, c'est pas du mal. Quand on lit, on comprend que tu témoignes. Oui, mais eux, ils se sont impactés en disant, tu sais, Richard, on est dans une histoire de famille, donc il y a l'honneur de la famille. Oui. Alors qu'eux, ils sont complètement, j'allais dire,
dans un truc un peu édulcoré, un peu, tu sais, ce halo de sainteté qu'on met autour de nos parents, de notre famille. Et moi, je démonte un peu tout ça en disant, oui, d'accord, il avait des bons côtés, mais quand même, il aurait pu mieux faire. Peut-être que s'occuper de ses enfants avant qu'ils aient affaire à la police, par exemple. C'était trop tard, en fait. C'est avant, en amont. Et en même temps, tu nous racontes des histoires quand même bien fortes, parce que avant de venir ici en France, à Tunis, ton père, il fait quelque chose, sans dévoiler ce qu'il y a dans l'ouvrage, ton père, il fait quelque chose de fantastique. Il devient riche. Oui, c'est ça. Parce qu'il fait une découverte, en fait. C'est ça. Mais c'est extraordinaire. Parce que lui, il était intelligent, en fait. Il avait compris un truc, il l'a mis en application et il est devenu riche. Mon père pouvait pas. Alors, il devient riche de Tunis. Oui. Mais quand même, du coup, ça lui fait un pactole pour quand il arrive ici, quand même. Non, enfin, il a plus rien. Il a tout croqué. Il a tout dépensé parce que mon père était quelqu'un d'extrêmement généreux, mais d'une générosité à se mettre aussi en valeur, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il pouvait pas se promener dans les rues de Tunis sans avoir toute une cour autour de lui. C'est-à-dire qu'il distribuait son argent partout. Et puis il était jeune. Il était jeune, il avait 25-30 ans. Et sa mère, en fait, la mère de mon père, tous les soirs, elle lui faisait des poches. Elle lui piquait son argent. Il est malade. Moi, franchement, alors, dans ton ouvrage, je ris, je pleure. Je ris, je pleure. Parce que tu n'as aucune honte. Même, tu illustres. Tu mets l'image de ton grand-père et de ta grand-mère. Ils ont des sacrées têtes, quand même. Mon grand-père, il fait peur. Hein. Ma grand-mère aussi, elle fait peur. Mais il y en a un, je sais pas si c'est pas un de tes neveux ou nièces qui met... J'aurais pas aimé le rencontrer. Parce que rien qu'avec sa photo, j'ai peur. Je dis oui, il faisait peur, le mec. Oui. Et c'est pour ça, quand on lit tous ces échanges, au début, on se dit, oh, c'est trop marrant, voilà, mais on sent quand même que tu as, déjà tu as une facilité, et il y a un de tes neveux ou nièces qui dit, on te découvre. Oui. À l'écriture, et il y en a au moins 2, 3 qui disent, mais en plus, tu nous fais découvrir des mots. Oui. En plus, il y en a une qui me dit, oui, mais c'est la première fois que je suis intéressée à lire un livre et j'apprends des choses. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Mélanie, je crois. Mélanie, c'est ta nièce? C'est ma nièce. Oui. Alors, parce qu'il y a beaucoup de noms. Il y a Claudine. Alors, Claudine, c'est ta sœur. C'est ma sœur. On va dire les prénoms de tes sœurs et frères, quand même. Les vrais? Les vrais. On risque d'avoir des problèmes. Bon, d'accord. On va pas dire leurs prénoms. Alors, parce que... mais en parlant de prénoms, alors c'est assez marrant parce qu'il y a un de tes frères qui a un prénom, remarque toi aussi, hein, tu as un prénom bien français. Oui. Richard. Et puis carrément, hein, tu te catalogues comme Richard Cœur de Lion. Oui, c'est ça, Richard Cœur de Lion, un cœur de Lion, un impossible. Voilà. Oui, je voyais le chevalier, comme petit, c'est vraiment... Mais tu t'es toujours senti un peu comme ça. Tu es né comme ça, avec l'esprit du chevalier qui veut mener à... un peu. J'aurais bien aimé être l'aîné parce que je pense qu'on aurait peut-être un peu plus écouté, on m'aurait peut-être un peu plus demandé mon avis, alors qu'à chaque fois, on m'a pas demandé mon avis sur des choses primordiales et cruciales, comme le décès de mon frère, comme la mise à l'EHPAD de maman à la fin de sa vie. Ton frère qui décède, en fait, durant... pendant le Covid. Pendant le Covid, oui. Un petit peu après, je pense. Oui, il décède. Oui, pendant le deuxième... pendant le deuxième confinement, il vit à l'île Maurice et il a un cancer des poumons, il est rapatrié en France et il tient 10 jours. Et il meurt juste rapidement. Et tout ça, on le découvre au fur et à mesure de la lecture et au milieu de... Parce qu'à un moment donné... Alors oui, tout au début, c'est les échanges. Échanges, tout va bien. Voilà, tout va bien. C'est les échanges, nanana. Bon, ça commence à se durcir un petit peu, mais il y a des échanges. Et puis, tu nous coupes en racontant l'histoire en même temps de ton livre. Oui. Et là, en même temps que tu leur que tu leur échanges pour qu'ils puissent le lire, nous, en tant que lecteurs, on lit ces passages aussi. Et de ce fait, on découvre en même temps que ton livre. Exactement. Voilà. Eux connaissent pas. D'un seul coup, je suis en train de lire et d'un seul coup, je dis, mais non, ça, c'est de son livre. Mais oui, évidemment. Parce que je pense qu'ils ont dû penser que je l'écrivais instantanément, alors que moi, que je prenais que des extraits, des choses qui étaient déjà écrites et que je publiais. Donc, voilà. Donc, ça, ils savaient pas. Ils découvrent. Ils découvrent en même temps. En même temps que le lecteur. Exactement. Tu vois, on découvre en même temps qu'eux et du coup, on découvre aussi leurs réactions en même temps. Et là, des réactions de questions, ils se questionnent quand même. Hein.
Tu éveilles le questionnement chez eux. Oui, beaucoup, oui. Ouais. Oui, parce que même eux, après, au sein de leur famille, ils disent, oui, mais papa, pourquoi tu m'as pas parlé de cette histoire? La Poulette qui dit à mon frère Berthaud, ouais, mais je savais pas tout ça, pourquoi tu m'as pas raconté l'histoire de la cité? Et elle dit, je crois, à un moment donné, ah ben, je comprends certaines choses. Voilà, et ça les a aidés malgré tout, oui, je pense, bien à sûr, comprendre des choses. bien sûr. Et peut-être qu'ils veulent pas se l'avouer, mais en tout cas, bon, je dis ça parce que là, on stoppe. C'est-à-dire que ton ouvrage, donc la famille confinée. D'ailleurs, à un moment donné, vous aviez trouvé un autre nom. Oui, c'était pas vraiment fixé sur la famille confinée. Il y avait un autre nom. Voilà. Je sais plus. Bah, tu pourrais pratiquement faire une série. Oui. Je me suis dit, quand j'ai fermé le livre, j'ai dit, mais c'est une série, Richard. C'est ça. C'est une série. Je dis, il y a pas moyen. C'est une série qui, en plus, t'as tout pour ça. Parce que du cinéma, l'enfant qui disait, non, je ferai cinéma. C'est ça. Tu es dedans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Depuis longtemps. Parce que, après toutes ces histoires de famille, après toutes ces histoires dans la cité, parce que tes parents, donc tu nous racontes comment tes parents, ils arrivent en France, comment ils se débrouillent après que, comment c'est, Kakou. Ils mettent leurs enfants à la DAS. Kakou, c'est ton père. Hein. Kakou, c'est mon père. Ils mettent leurs enfants à la DAS. Les trois garçons, ils les mettent à la DAS. Non, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh! Ben, comment faire autrement? Et ils ne pouvaient pas faire autrement parce que ma mère devait aller chercher l'appartement. Oui. Mon père continuait à travailler dans une station-service dans le 16e, oui. là où il faisait des immenses pourboires et puis il commençait à gravir un peu les échelons sociaux. Et puis, ils mettent les enfants à la DAS. Ma mère trouve un appartement, en fin de compte, dans la cité Joliot-Curie. Et c'est là où ça devient... Au départ, c'est une chance parce que c'est un logement social, il y a les toilettes, etc. Alors qu'ils vivaient dans une chambre à 4, 5, 6. Donc, pour ma mère, c'est Byzance. Mais très vite, ça devient le cauchemar aussi, quoi. Donc, parce que l'environnement, il est néfaste, en fait, dans cette cité-là. Et je voudrais quand même revenir sur un détail. Pourquoi vous ne vous lavez pas? C'est ça. Je dis, waouh, Richard! Je dis, Richard, il nous dévoile des choses. C'est rien. En fait, on était dans le principe de pas se laver. Non, mais tu nous l'écris, en plus. Là, c'est ta vérité du journaliste qu'on connaît maintenant sur le terrain et tout. La personne qui ne cache pas les choses. Parce que certaines personnes pourraient ne pas écrire ça. D'avoir honte de ça et ne pas l'écrire. Oui. Et oui, nous avons des petits travaux, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va faire voilà, oui. Et là, tu l'écris, quoi. Si on a honte de quelque chose... Et je me suis dit, je vais lui poser la question. Pourquoi on devrait cacher ces choses-là? De quoi parle-t-on si on ne parle pas de la vérité? Mais finalement, à cette époque... C'était courant. C'était courant? C'était courant. Oui. Les gamins ne se lavaient pas. Non. Aujourd'hui, on se lave, on prend des douches tous les jours. Mais avant, c'était pas comme... Jamais les gens se lavaient tous les jours, prendre des douches tous les jours. Alors, j'avoue, pas dans les familles antillaises, hein. Vous, non. Vous êtes plutôt sur les gènes, plus que nous, les familles nord-africaines, en fait. Et moi, je me souviens, mon père prenait un bain tous les week-ends. Et c'était seulement là qu'il prenait son bain, qu'il se changeait, qu'il s'habillait en dimanche. Parce qu'avant, on avait les habits du dimanche, en fait, hein. On s'habillait pas de la même manière. Le dimanche, c'était la petite chemise blanche, le petit pantalon, les chaussures bien cirées, etc. Donc, on se lavait une fois par semaine. Et voilà, et des fois, même, on sautait quelques semaines. Donc, je me trouvais avec les pieds noirs, avec des bracelets de crasse autour des chevilles, de la dentelle autour des orteils. Bon, ça avait ce côté attrayant, surtout comme on était habité dans des petites chambres, moi je dormais avec mon frère et c'était tête bêche, hein, donc moi je me retrouvais avec les pieds de mon frère dans mes narines, par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Et pourquoi je vais cacher ça? Non, mais après, a posteriori, je trouve ça rigolo, mais c'est plutôt drôle. Je sais pas quoi raconter, sinon si je dis que ma vie, ça a été une merveille de choses, etc. Ah non, mais parce que et c'est justement aussi en lisant ça qu'on comprend que tu es là pour nous dire tout. Ah, mais moi je suis là pour dire tout. Oui. Et je crois que très tôt, tu l'as bien signifié, c'est mon travail de journaliste aussi. Et c'est pour ça que je suis devenu journaliste. Et c'est pour ça que moi, personne ne m'effraie et que je vais dans toutes les couches sociales, dans tous les milieux sociaux, dans tous les milieux professionnels. Et moi, j'adore rencontrer cette diversité-là. Et moi, si je me cachais des choses à moi-même, ça veut dire que j'aurais quelque chose, peut-être un peu, j'aurais difficilement la possibilité d'aller vers l'autre. Parce que moi, je suis pas franc. Donc, comment aller vers l'autre si toi, t'as pas cette franchise-là?
c'est ce qui a fait que je suis devenu journaliste par nature, en Oui, fait, de oui, questionnement tu es vers né les autres. journaliste. Moi, je suis né Mais journaliste. on le comprend aussi dans les échanges des témoignages, que ce soit les témoignages de tes sœurs, de ton frère et tout ça. On comprend qu'il y a aussi une gêne, eux, par rapport à toi, parce que on comprend que dès l'enfant, tu dis les choses. Oui, c'est ça. Et il y a un copain qui me disait un truc rigolo l'autre jour. Il me dit, mais toi, Richard, en fin de compte, t'as fait du télébocal dans ta famille. C'est ça. J'ai fait un spécial télébocal dans ma famille. Voilà, C'est-à-dire que, voilà, j'ai fait un travail de journaliste en allant vers l'autre, en laissant parler, aussi en parlant moi-même, en racontant l'histoire de mes ancêtres, sans rien cacher, hein, bien sûr, évidemment. Et, oui, c'est dur de s'entendre dire que papa, il était alcoolo. Bah oui, il était alcoolo. C'est dur de s'entendre dire que maman, elle était hystérique. Oui. Et puis qu'elle tapait papa. Et qu'elle tapait papa, en plus. Parce qu'en général, on parle de femmes battues. Mais là, en l'occurrence, c'était quand même un homme battu. La première scène. J'ai dit, waouh, j'ai du mal à comprendre au début. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Non, je comprends tout de suite, mais j'ai du mal à réaliser qu'en fait, c'est elle qui lui fiche dessus. Oui, parce que c'est une maman. Maman est costaude. Elle est très forte. Elle est très directive. Mon père, c'était comme un enfant. C'est-à-dire que ma mère lui choisissait ses vêtements le matin pour aller travailler. Ma mère, mon père arrivait. Elle avait cette autorité. Oui. Mais c'était aussi un peu sa vengeance. Et c'est aussi un peu la vengeance de toutes ces femmes qui, on peut dire, n'épousent pas la personne qu'elles aiment. Non. C'est toute cette histoire d'avant, les gens d'avant. Ouais, c'est ça. Faut dire que c'est un mariage pas arrangé, mais c'est un mariage sur la décision de sa mère, en disant, mais voilà, épouse-le, cet homme-là, il est intelligent, tu auras une belle vie, etc. Et maman disait... C'est vrai qu'il est intelligent. Il est très intelligent, il est très sympa, les gens qui le côtoyaient, ils aimaient, il est tellement gentil, il a toujours un sourire, toujours un mot rigolo, beaucoup d'humour, très travailleur, un type agréable, beau gosse en plus, tu vois. Il apprend, d'ailleurs, il le découvre un peu tard. Il le découvre sur les 40 ans qu'il est beau gosse, et donc du coup là, il arrive en France, et puis du coup, il aime, il a envie de se faire des femmes, quoi, et il a une maîtresse pendant 15 ans. Mais il a une plein d'humour. Tu nous racontes tout avec des traits d'humour, et on arrête ce dialogue, donc, avec cet échange de dialogue avec tes frères, tes sœurs et tout, parce que, on sort du confinement, du premier confinement, et là, on rentre vraiment dans mon histoire. Voilà. Et là démarre l'aventure de Télébocal. Avant l'aventure de Télébocal, tu nous racontes ta propre aventure. Il y a Israël. Et puis même ton interrogation sur toi. Oui. Les choses qu'on peut... Ma judéité, par exemple. Oui. Là, j'avais besoin de savoir qu'est-ce que ça voulait dire à notre époque, pour moi en tout cas, que d'être juif, quoi. Moi, je suis pas juif par acceptation en disant je suis juif. Non. Oui, parce que là, on a échangé, on a parlé tout ça, et en fait, on n'était pas rentré dans ce sujet que oui, vous venez de Tunis, mais vous êtes des juifs. Exactement. Famille juive. Parce que moi, je disais à mes parents, mais pourquoi vous avez quitté la Tunisie alors que vous étiez tunisien depuis des millénaires, qu'on avait une grand-mère qui parlait pas français mais qui parlait arabe et qui était habillée comme une arabe. Mais pourquoi? Bah non, parce que nous, on devait partir, on n'était plus chez nous et les Arabes se sont un peu mis contre nous et on avait peur. Donc ils n'étaient pas tunisiens dans le fond de l'âme. Parce qu'ils étaient juifs. Parce qu'ils étaient juifs avant d'être tunisiens. Donc voilà, c'est intéressant quand même que de dire qu'on est d'abord juif et après on est de la nationalité. Moi, non. Moi, je suis né en France, j'ai une culture française, je suis français, j'irai pas à l'évidence. En plus, ta mère, elle te le disait quand même, t'es français, toi. Donc voilà. Et donc, du coup, après, on sort du confinement, mais c'est le confinement, en fait, qui fait sortir de mes échanges. Mais quand même, sur la fin, il y a une sœur qui commence à me dire, Richard, mais ton histoire, elle est rigolote, t'as vachement d'humour, tu racontes tellement bien, mais quand même, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Parce que moi, elle me disait, ça fait mal, tu réveilles en moi certaines blessures que j'ai moi, que je ne raconte à personne. Oui. Mais c'est fou parce que tu te livres quand même énormément par rapport à toi. Plus que sur eux. Tu n'hésites pas quand même à nous dire, t'es démêlé avec, on va laisser les gens découvrir un petit peu, mais tu n'hésites pas à dire cette partie controverse du personnage qui est Richard à la sortie de l'adolescence et au début de sa vie d'adulte. Mais j'avoue que le livre, je l'ai commencé il y a 15 ans.
j'imagine qu'à 40 ans, j'aurais pas publié ça, quoi. Oui. Parce que là, moi, j'ai plus rien à perdre, en fait. Moi, je suis en fin de carrière. Oui. Par exemple, si j'étais en début de carrière, on aurait pu me reprocher des faits qui sont écrits dans le livre. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur parce que je risque plus rien maintenant. Oh, puis, On va pas me maintenant, ternir. et puis aujourd'hui, c'est la libération de la parole. On Oui. dit les choses. Peut-être que ta sœur, quand elle t'a dit ça, c'est parce que quand tu parles de toi, eh ben, tu nous fais nous interroger sur nous. Le lecteur s'interroge sur lui. Exactement. Le lecteur s'interroge sur sa vie. C'est ça. Mm. Et en fait, je réveille en eux des blessures, mais c'est simplement... Eux pensent que c'est moi qui... La blessure, Oui, ouais. alors que la blessure, elle est déjà en eux. Et Bien moi, je ne sûr. fais que mettre le doigt dessus. Tout à fait. Moi, le doigt qui montre la blessure, c'est pas la blessure. Mm. La blessure, elle est chez eux. Mm. Et eux, comme ils veulent pas en entendre parler, comme ils font du déni, Oui. le fait que je réveille cette blessure, ça les fait souffrir à nouveau. Et ils me disent, ah, mais non, t'as vu, tu nous fais du mal. Là. Non. Mais c'est pas moi qui, le mal, ils l'ont déjà, mais ils l'ont oublié. Mm. Mm. Je fais simplement que de réveiller les choses, mais peut-être que c'est aussi une opportunité pour eux. Mais ils n'ont pas compris que c'était une opportunité. Mm. Mm. Ils allaient enfin regarder quelque chose là, à cet Oui. endroit-là. Mm. Bon, je dis pas qu'ils doivent me remercier pour ça. Moi, je demande pas de remerciement. De toute façon, ils le reconnaîtront jamais. Mais on comprend que ce n'est pas pour eux que tu écris le livre. Non. On le comprend. Enfin, moi, en tant que lectrice, je comprends que ce n'est pas pour eux. Simplement, tu avais envie. J'avais besoin de me Oui. libérer de cette histoire qui était un fardeau parce que Enfin, pas que de cette histoire, de ces histoires. Parce que ton ouvrage, c'est, quand je parlais tout à l'heure d'un film, ce sont des histoires. Des histoires quand tu nous racontes ces quelques années en Israël. C'est après Israël, il y a encore ailleurs. Tu nous expliques tes ailleurs avant de revenir ici. Et là, on arrive sur Télébocal, qui est ta vie aujourd'hui. ouais. Voilà. Alors Télébocal, c'est marrant, c'est ça, on le voit sur la couverture quand Oui. on voit ce petit enfant allongé. Mm. C'est moi dans ma chambre dans la cité. Et quand je m'endors tous les soirs, je vois ce phare de la Tour Eiffel qui tourne et c'est ce phare, Tu nous en parles, il d'ailleurs. m'éclaire. En fait, ce phare me guide et il y a une promesse qui se lie entre moi et la Tour Eiffel. Et moi, j'ai dit, bah, écoute, peut-être que là, il se passera quelque chose. C'est comme une promesse qu'on s'est faite tous les deux. Et quand j'ai été autorisé à diffuser la chaîne par le CSA, la chaîne a été diffusée sur la Tour Eiffel et je me suis dit, c'est là. Ouais, La boucle ouais. est bouclée, le rêve d'enfant a été accompli, quoi. Mm. Et c'est marrant, et je dis toujours, ne laissez jamais tomber vos rêves, quoi. Ouais. Vivez vos rêves, Mm. mais ne rêvez pas votre vie. Mm. Ben, c'est un peu ce que tu nous offres avec ce livre. Tu nous offres aussi tes histoires d'amour. C'est incroyable. C'est ta fragilité dans les histoires Ouais. d'amour, et qu'on comprend en fait que Mais je suis obligé de parler de mes histoires d'amour parce Oui. que derrière tout ça, il y a ma mère quand même. Oui. Tout le temps. toujours. Tout le temps, ma mère, Mm. en fait, on a vécu une histoire très fusionnelle avec ma mère et c'était ma mère, mais c'était plus que ma mère. C'est-à-dire que elle était tellement fusionnelle, l'histoire, que quand je me couchais à côté de ma femme ou une amie, une maîtresse, etc., j'avais toujours cette image qui me revenait de Ouais, ma mère ouais. et je comprenais pas pourquoi. Mm. Ma mère était vraiment la première femme de ma vie. Et j'étais amoureux de ma mère, en fait, je peux le dire. Et c'est pour ça que je peux me permettre de le dire maintenant, d'autant plus que voilà, des fois, il faut pas avoir peur de creuser Ouais. l'histoire et de découvrir des choses comme ça. Mm. Et ce caractère incestueux, il était là, mais je savais pas pourquoi. Et c'est de là. En fait, c'est sa personnalité aussi qui faisait ça, qui a joué sur toi. Ma mère, Tu es carrément, ben oui, comme tu dis, à tomber amoureux d'une femme d'exception pour toi. c'était quelqu'un d'extraordinaire que là, je mesure, puisque c'est marrant, c'est au moment où elle est partie que je mesure la profondeur de son amour pour moi, Ouais, en fait. ouais. Et que maintenant que je commence à réaliser la profondeur de son amour pour moi, Ouais. et tout ce qu'elle m'a appris, en fait, et ce métier de journaliste aussi, c'est elle. Parce que si j'avais pas essayé de la comprendre, elle, j'aurais jamais pu l'aimer. J'aurais pas pu l'aimer, en fait. Justement, c'est ce besoin de la comprendre parce qu'elle avait une personnalité qui est, enfin, on le comprend au Déjà, fur et à mesure. j'explique qu'elle, elle a pas eu son papa. Oui, Donc, oui. elle est tombée avec
mon père, c'était quelqu'un d'absent. Donc, tout le temps, elle a renouvelé cette histoire de la mort avec son père, même avec son mari. Elle attendait pendant des heures à la fenêtre pour qu'il rentre à la maison. Le soir, il rentrait ivre-mort et a prié le bon Dieu. Elle lui disait, mais comment se fait-il que t'es pas mort au volant? Et lui, il disait, oui, mais ma voiture, elle connaît le chemin. Et elle disait, il y a un bon Dieu pour les ivrognes. Ouais. Et on continue la lecture. Et après toutes tes aventures à droite, à gauche, dans les pays de ci, de là, tu es ici, tu reviens, il y a différentes choses qui se passent. Et puis tu crées Télébocal. Enfin, tu fais une rencontre, d'exception qui t'amène à faire des choses. J'ai pas envie de raconter. Oui, raconte pas trop parce mais non. Faut donner envie. Bien sûr. Tu fais des choses avant de créer Télébocal. Tu arrives jusqu'à la création de Télébocal. Que j'ai connu cette partie où tu nous mettais et le petit écran dans les bars. Ouais. Et ça, c'était d'exception, cette idée de faire ça, parce que moi je dis c'était déjà les réseaux sociaux que tu nous mettais dans les bars. Exactement. C'est-à-dire que moi je suis précurseur avant les réseaux sociaux, parce que mes programmes qui sont vus en public, ça n'existe pas à la télévision. Il n'y avait pas les grands écrans qu'on a maintenant dans les bars. Et puis, comme il y avait la contrainte du public, c'est-à-dire que je devais pas ennuyer le public, forcément, je faisais des formats très courts. C'est ça. C'était une télévision qui zappait, qui passait d'un reportage à un autre, etc., qui allait très vite. Donc, il fallait captiver l'attention des gens. Et aujourd'hui, ce que fait Internet, c'est exactement ça. Quand je vais dans la rue et que je fais mes micro-trottoirs, c'était ça. C'était des trucs rigolos, péchus, intéressants. Et les manifs. L'engagement social. Voilà. Tout de suite, je rentre dans un engagement social, où je rencontre toutes les minorités, en fait. Exactement. Tous les sangs, tous les démunis de la terre, je les rencontre là, dans la rue, dans les manifestations. Et je kiffe. Et je kiffe parce que là, je découvre un monde, un univers dans la diversité. J'ai en mémoire, une reproduction qui est dingue, c'est la mort de Diana. Alors, en plus, un travail d'échange avec des amis comédiens. Et c'est là où je dis, vas-y, Richard, fais des films. Maintenant, vas-y, quoi. Fais des films. Et ça, mets-le nous en film. La famille confinée. J'ai encore un peu ce rêve-là encore. Hein. J'ai pas fini avec mes rêves. Hein. Parce que quand j'étais dans la réussite de Télébocal et dire que je suis arrivé, je me suis retrouvé à un moment donné. J'ai dit mais si je suis abouti dans mon rêve, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je suis pas plus heureux. Je suis pas encore tout à fait bien encore. Et non, c'est pas fini. J'ai encore des rêves. Tu me dis faire un film de ça, oui. Bien sûr. Bien sûr, c'est dans ma tête. En plus. Excuse-moi, mais quand on arrive vers la fin, à un moment donné de l'ouvrage, il y a quand même, Télébocal, mais Télébocal, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Ah, c'est dur. Ouais. Je le tiens à bout de bras. Bien ça sûr. fait 30 ans que je porte Télébocal. C'est la dernière chaîne associative d'un média libre et indépendant qui dépend de personne, en fait. On a une liberté totale et d'expression. Quand tu vois aujourd'hui toutes les chaînes Bolloré, la presse d'extrême droite, enfin, tu te dis, waouh, il y a encore des belles années de lutte devant moi. Parce que nous, au départ, moi, Télébocal, c'est déjà, on se bat pour la liberté d'expression. Il faut savoir que quand je démarre la télé, il n'y a pas de black à l'écran, il n'y a pas d'arabe à l'écran, elle est blanche, la télé, elle est blanche, elle est faite par des gens qui ont déjà une réussite sociale. Et donc, on voit pas des gens comme toi et moi, des gens de la rue. Moi, ce que je veux faire, c'est une télévision avec toutes les couleurs de la vie, en fait. La télévision, pour moi, elle doit être représentative de la vie. C'est pas quelque chose. Mais rapidement, la télé a été tout de suite accaparée dans les secteurs capitalistes, en fait. On n'a pas laissé les gens faire de la télé libre. Moi, quand j'ai commencé la télévision, et je disais à mes stagiaires, mais c'est comme la nouvelle vague au cinéma. Sortez des studios, allez tourner dans la rue, allez vers les gens avec la caméra, ramenez des sujets. Voilà, on est dans la nouvelle vague de la télévision. Mais ça n'a pas émergé parce que tout de suite, la télévision a été accaparée par le système capitaliste et le système commercial. On a vu des chaînes arriver qui prennent tout. Ils prennent tout. Et tu vois qu'à la télévision, on se rend compte qu'ils sont toujours là, te vendre quelque chose. Bien sûr. Alors, c'est pas ça, la télévision. Pour moi, la télévision, c'est
déjà, l'onde hertzienne, c'est un bien public, ça. Oui, Les gens ont oui, oublié. oui, oui. La redevance télévision, c'est l'indépendance des médias aussi. Oui. Hein. Quand Macron il dit, mais maintenant on va couper la redevance Oui. et vous allez économiser 130 € par an. Mm. Et ce qu'il leur dit pas, c'est que là, on va vers la régression, si tu veux, de la liberté d'expression Bien sûr. pour les chaînes du service public. Ça, faut le dire aux gens. Et tu vois, c'est un coup d'esbrouf. Et voilà, donc pour moi, l'indépendance des médias. Oui, mais là encore, il touche encore en quelque part les gens, parce qu'à partir du moment où tu touches au porte-monnaie des gens en leur disant « Attendez, vous allez économiser », eux, ils voient pas le reste. Bien sûr. Et c'est comme ça, Bien Télébocal est là pour nous faire réfléchir. Mais oui. Attention, on vous dit ça, mais ce n'est pas l'indépendance. Mais exactement. Voilà. Exactement. Ce n'est pas C'est l'indépendance. un gros mensonge et on n'explique pas aux gens à quoi elle sert la redevance. On devrait rappeler que la redevance, elle servait à ça. Oui. Et c'est dommage parce que ça veut dire que tu retires la redevance, ça veut dire que tu vas faire un peu plus de publicité Bien à sûr, l'image. Hein. bien sûr. Donc bien sûr. voilà, donc tu vas sur un et en même temps, tu sais très bien quand il y a des annonceurs, tu dis pas ce que tu veux non plus. Hein. Non. Alors Télébocal est toujours dans le 20e depuis sa création. Depuis la création, on n'a pas bougé du 20e. Pas bougé du 20e. Pas loin du quartier où tes parents sont arrivés quand ils sont arrivés. Mais là, à Belleville. Elle a habité son premier logement, elle avait rue de Belleville. Oui. C'était en hiver, c'était l'hiver 55. Oui. Elle arrivait en mars 1955 avec les 3 marmots dans ses jupons. Ouais. Et ma mère, elle me raconte qu'à un moment donné, elle est en train... Le surnom de ta maman, c'est parce que je me suis souvenu de Kakou. Kakou, c'est ton père. Marie. Marie. Voilà. Alors maman, elle lave le linge l'hiver et elle l'étend sur le balcon. Et elle retourne pour prendre son linge, croyant qu'il est séché. Il est dur le linge. Et elle va le rincer. Elle le étend sur le balcon. Elle fait ça 3 fois de suite. Et sa copine, sa collègue qui l'héberge, je dis, mais Marie, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, mais mon linge, je comprends pas, je le mets à sécher, il devient dur. Tu vois d'où elle vient? Elle n'avait jamais vu l'hiver. Elle débarque, elle est là sur la butte de Montmartre avec les enfants. Il neige. Elle regarde la neige comme ça. Elle dit, mais c'est quoi ce pays où il y a des trucs de boules de neige qui descendent du ciel? Mais tu vois, c'est des gens qui arrivent, ils connaissent pas la neige, ils connaissent pas le froid. Mais c'est quand même incroyable moi, ces histoires-là, elles m'étonnent toujours. Et c'est pour ça que je te parlais de racines. Parce que finalement, tu retournes vers ta racine. Ta racine... J'avais besoin de connaître mes racines, en fait. Et je trouve que tant qu'on connaît pas ses racines, on est un peu désorienté, on sait pas où on va. Quand on sait d'où on vient, on peut quand même un peu comprendre où on va. Bien sûr. Si tu sais pas d'où tu viens, t'as pas les bases, t'as pas d'ancrage, en fait. Et c'est important, l'ancrage. Mais moi, je suis le seul, le vilain petit canard de la famille, à avoir cherché, justement, les racines. Eux, ils sont contents, mais ils sont pas contents. Mais ils sont contents quand même. Ils sont pas contents parce qu'en quelque part, tu interpelles certaines choses. On le disait tout à l'heure. Alors, quand tu crées Télébocal, en même temps, quelques temps après, tu as aussi quelqu'un que tu crées, c'est ta fille. Ah ouais, ça je crois que c'est la plus belle chose de ma vie, c'est ma fille, vraiment. Aujourd'hui, ma fille, t'es ma priorité. Oui. Je serai toujours là, tu peux me demander. On se souvient même avec comment elle pouvait être dans les manifs avec toi depuis toute petite. Du coup, papa, elle y va plus maintenant. Elle me dit, papa, tu m'as tellement gavé des manifs, tu m'as tellement fait peur parce qu'il y avait du gaz de partout, des CRS qui nous je me souviens d'une fois à République, on avait été gazés et j'avais la petite avec moi. Oui, on l'avait mise derrière une voiture pour la protection. Et elle me dit, mais papa, n'y va pas, papa, n'y va pas. Et moi, j'étais là, mais je dis, mais attends, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer et tout. Et du coup, elle a pas, justement, peut-être que je l'ai trop amené dans les manifs. Ah non, parce que il me semble qu'elle fait du cinéma. Ah oui. Donc. Ah oui, là, c'est ma grande réussite. Voilà, Et moi, j'ai des collègues qui me disent, mais toi, au moins, t'as réussi à ta fille à ce qu'elle fasse le même travail que toi, alors que moi, j'ai pas réussi. Parce que moi, je l'ai pas forcé, en fait. Non, elle a vu quelque chose. Elle a vu tout. C'est ça. Elle était dans les manifs avec moi. Il y avait des fictions bébés, on la faisait jouer. Elle était avec les collègues. Quand on tournait des fictions, on la faisait jouer tout le temps. C'est ça. Elle a baigné sur les plateaux de tournage et dans la télévision. Donc, Quand elle s'est posé la question après le bac, elle me dit, mais papa, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, non, mais attends, réfléchis pas. T'as grandi où? T'as fait quoi quand Ouais, j'étais avec toi, tout ça. C'était quoi le secteur? Tu m'as dit, papa, oui, tu faisais des courts-métrages, tout ça. J'ai dit, continue. Et elle a continué. Et c'est venu naturellement. Et elle a un super boulot, un super job. Elle gagne bien sa vie. Elle m'a jamais demandé un centime d'euro. Elle est épanouie. Elle est bien dans ses baskets. Et moi, je me dis, c'est ma plus grande réussite, ça. Oui, et puis elle a une place dans ton livre. Elle a une place primordiale dans mon livre.
Et elle a le sens du travail un peu comme moi. Elle m'a tellement vu travailler qu'elle, ça l'embête pas de se lever à 5 heures du matin. Pour elle, c'est naturel. Parce qu'il faut se dire que ces boulots-là, c'est ça. Mais pas parce que ces boulots-là, tu les connais mieux que moi. C'est que c'est du travail avant tout. C'est quand même un sacré boulot. Et puis, c'est cet amour de l'approche de l'autre. Ouais. Moi, j'aime les gens. Et ça, de toutes les manières, en lisant ton livre, La famille confinée, on le comprend depuis ton enfance, dans tout ce que tu nous racontes. Et c'est aussi ton partage et ton amour de l'autre qui te sauve à un moment donné. Oui, parce que tout à l'heure, tu m'as raconté une histoire qui m'a touché. Tu me disais, oui, moi, en sortant de la gare, il y avait toujours là un clochard et je passais du temps avec lui. Oui. Et ben moi, c'est pareil. Je parlais à tout le monde. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'était pas recommandé, qui était un sale voyou dans la cité, qui faisait peur à tout le monde, et ben moi, ça devenait mon ami. Ça devenait quelqu'un avec qui je parlais, avec qui j'échangeais. Comme où je parle avec ma concierge, comme je parle avec le balayeur, comme je peux parler à un mini. Mais maintenant, c'est ce que tu fais. Parce que, justement, quand tu es... Oh bah oui, parce que, souviens-toi, à Goumen, l'épisode de Goumen, il y a eu quand même des personnes qui sont, on peut dire, en haute autorité aujourd'hui et qui pourtant sont passées par Goumen, ce fameux squat. Non, maintenant, il y a un autre nom pour ça. Tiers-lieu, ça s'appelle. Ah oui, d'accord. Ah non, nous, c'est un squat pur. Non, mais maintenant, ils ont recadré tout ça. Maintenant, ça s'appelle tiers-lieu. On dépose des dossiers. Mais Goumen, c'était plus de 20 ans de vie associative, d'échange et de toutes ces personnes qui ont pu... Oui, parce que ce squat-là, en fait, ça m'a apporté beaucoup parce que c'était comme moi, ça avait déjà la volonté d'avoir un ancrage dans le quartier, de faire des choses dans la proximité avec les gens du quartier. Les gens venaient proposer des choses et participer à toutes les activités. Et moi, quand j'ai créé cette chaîne, c'était ça. Et c'est une chaîne participative. Et c'était dans le 20e. Dans le 20e, c'est fabuleux, c'est une mine d'or, c'est une source infinie de créativité. Alors aujourd'hui, Télévocal, c'est quoi? Aujourd'hui, Télévocal, c'est 30 ans déjà, donc on va fêter les 30 ans. On a un ancrage ici à Belleville, qui est dans le 20e. Qui est dans le 20e, exactement. Là, je suis en train de redonner un second souffle à Télévocal. Je suis d'une période de marathon. Je sais que le marathonien, il arrive à un moment donné où il doit trouver son second souffle. Et là, je suis en train de reconstituer une équipe, nouvelle équipe de jeunes, avec la façon à eux d'interpeller les choses et de travailler avec les médias sociaux d'aujourd'hui. Oui. Chose que moi, c'est pas que je sais pas faire, mais c'est pas quelque chose vers lequel je vais naturellement parce que je suis pas né avec. Mais eux, oui, ils gèrent bien le smartphone, ils savent. Mais tu as toujours travaillé avec la jeunesse. Oui, tout le temps. Il faut un nouveau regard. Et tu as un souvenir quand même que certains membres de ta famille ont travaillé avec toi. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années. C'est vrai. Mon neveu, que j'aime beaucoup, qui a eu un long parcours avec moi, a fait Télévocal avec moi et a pris beaucoup de plaisir à le faire et il s'est découvert aussi des passions avec ça. Donc oui, la jeunesse est important et moi je parle toujours de la pyramide des âges. Brassens disait ça, il dit si une société elle peut pas avoir les vieux et les jeunes en même temps et s'associer justement pour que cette pyramide, pour qu'on puisse s'élever socialement, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que pour moi, mettre les vieux dans les EHPAD, non. De partager, de mettre les handicapés dans un établissement spécialisé, non. Moi, j'ai eu Étienne, qui est trisomique, pendant 15 ans avec moi. Il est fabuleux, il s'est cadré, il s'est monté, il n'a pas été dans des circuits vraiment pour handicapés, donc il vit avec les gens tous les jours. Et c'est la mascotte de Télévocal, et moi je l'adore parce que moi j'incite vraiment les chefs d'entreprise à prendre des gens comme ça parce qu'ils t'apportent tellement quelque chose de frais, de spontané. Ces gens-là, ils vivent dans le présent, ils ne connaissent pas le passé, ils ne connaissent pas le futur. Non. Ils sont là, ils sont là. Pas. Ils t'aiment. Voilà. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'a priori. Il n'y a pas ce truc du mental à dire ah ouais mais lui il est comme ça ou il est comme non. Comment as-tu trouvé ce nom Télévocal? Alors Télévocal, on était en réunion à Goumen justement dans notre squat et puis on était une réunion de rédaction comme on faisait toutes les semaines, tous les mois en disant toi t'as tel projet, toi t'as tel projet. Et j'étais sur le projet du ciné-club comme vraiment le désir premier moi c'est de faire du cinéma et on se dit mais quand même pour le quartier il faudrait faire quelque chose d'innovant, trouver un truc. Et là, il nous vient une idée, il dit, mais pourquoi on ferait pas une télévision? Et je dis, ouais, une télévision, c'est bien, ouais, c'est bien.
Une télévision qui serait diffusée pour les gens, on inviterait les gens à la regarder. On prend nos programmes, parce que moi, je faisais déjà des courts-métrages, j'étais directeur de production. J'avais plein de courts-métrages, des choses que j'avais fait. Oui, parce qu'en plus, Goumen a été créé à la base pour du cinéma. Pour du cinéma, exactement. C'était sur les films des Rital de Cabana, qui étaient déjà tournés là dans des décors de cinéma, de bistrot, charbon, tu te rappelles, et tout ça. Et on se dit, bon, on va faire quelque chose d'un peu innovant, on fait une télévision, on met notre programme en commun, on enregistre ça sur une cassette, on met ça dans un magnétoscope, on appelle les gens, on dit, mais les gens viennent et regardent la chaîne, et puis voilà, et ça démarre comme ça. Donc on va filmer le boucher, le boulanger, les gens du coin, les associations, on va filmer un peu la mairie, on met tout ça en boîte, et puis les gens arrivent et voient les télévisions au milieu de la cour, tout le monde s'assoit, et on regarde la télévision, et on rigole, et on échange, et on est tous ensemble, et on voit que la télévision, là... C'était une famille. C'est une famille, et ça fait aussi office de spectacle en même temps, c'est-à-dire qu'on c'est pas la télévision de consommation, mais c'est la télévision comme un spectacle, en fait. Comme on voit dans le tiers-monde, des fois dans des bistrots où les gens s'assoient autour de la télévision. Et je me dis, oui, la télévision, elle est là pour réunir aussi. Elle n'est pas là pour diviser, parce qu'aujourd'hui, on a des écrans de partout, donc ça divise les gens. Oui. Et moi, je me rappelle, parce que moi, je suis né à la naissance de la télévision. C'est-à-dire que dans les années 60, il n'y a pas de télévision dans les appartements. Il y a une télévision pour l'immeuble. Et tous les mercredis, on se retrouve chez la personne qui a la télévision pour regarder Zorro, Tom Sawyer, etc. Et là, on est tous avec les copains en train de rigoler par rapport à ce qu'on voit. Donc, il se crée un décalage entre toi et l'image. Donc, tu restes un peu détaché quand même de l'image tout en étant dans l'image. Et ce que je voulais faire avec Télébocal. Et c'est pour ça que le bocal... Alors après, voilà, l'idée du bocal, c'est de dire aux gens, oui, en fait, on est dans un bocal, mais du bocal de l'intérieur, on voit aussi l'extérieur. Ouais. Bocal, c'est la transparence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, reste toujours ce lien vers l'extérieur. C'est la liberté. C'est pour ça que je dis aux gens, sortez des studios. Ouais. On est aussi à l'extérieur. Allez vers l'extérieur. Allez vers les gens. C'est pas aux gens de venir, c'est à nous d'aller vers les gens. La télé, la plupart du temps, elle ramène les gens dans leur studio. Je dis, non, nous, c'est plus ça. C'est pas ça. Moi, je tourne très peu de choses en studio pour Télébocal. Ouais. Mon studio, c'est la rue. Oui. Moi, je suis né dans la rue. Bah, en même temps, c'est ça, c'est ta notion de liberté aussi. Ouais. Je dis que la rue, elle nous appartient, mais on est en train de perdre de nos droits dans la rue parce que maintenant, avec les téléphones et on est plein de notifications, c'est-à-dire que même la rue, ils sont en train de nous la privatiser, en fait, indirectement. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent, oh, mais Richard, tu déconnes. Je dis, non, bah, tu verras que les gens maintenant vont même plus se regarder. Moi, je vois des gamins de 8 ans avec leur portable assis sur des bancs à 3, à ne plus se parler. Moi, je vois des couples dans les restaurants, ils sont là avec leur téléphone. Et ce qui est beaucoup plus marrant, c'est que tout le monde le dit, mais tout le monde le fait. Et ouais. Et tout le monde dit oui, mais on est plus en train de se parler, mais il continue à le faire. Moi, je parlais avec une copine hier soir, elle me disait, moi, je sais plus comment faire, mon gamin, il a 12 ans, il a son nez dans le portable, et elle me dit, il faudrait peut-être légiférer là-dessus. Parce que c'est vrai que nous, les parents, c'est un calvaire. C'est énorme, les enfants sont pas bien dans leur peau, ils sont pas présents. C'est dommage pour eux qu'ils n'ont pas eu une Marie comme maman. Ouais, parce que Marie, elle rigolait pas là-dessus. Avec Marie, oh, putain. Non, mais cette femme, une force de caractère, mais incroyable quand même. Un monument, 93 ans. Ouais. On garde son autorité et pour Marie qui n'est plus là aujourd'hui. Ouais, elle vient de partir, c'est triste. J'y pense tous les jours. Et c'est marrant, c'est que là, je dis, avant, j'étais tout le temps avec maman, mais maintenant, maman, elle est partout où je suis. C'est ça, exactement. Un enfant qui sourit, c'est comme une bise sur mon front. Une pièce dans la main d'un mendiant, c'est comme une caresse sur ma joue. Quand je vois une étoile dans le ciel, par exemple, je me dis qu'elle est là, quoi, et c'est elle. Chaque chose que je regarde, il y a une présence d'elle dans chaque chose que je vois autour de moi. Donc, elle est partout pour moi. Partout où je suis, elle est là. C'est même mieux qu'avant, parce qu'avant, j'étais obligé de rester à côté d'elle. Elle me demandait de la protéger, donc j'étais très protecteur avec elle. Mais aujourd'hui, elle est partout. Donc, c'est ça. Les parents nous quittent jamais, en vérité. Non. Tout le temps là, c'est pas... Les parents et les gens qu'on aime aussi. Les gens qu'on aime, on les aime. Moi, j'ai dit toujours ça, les femmes que j'ai aimées, je les aime toujours. Oui. Les gens que j'aime, je les aime pour toujours. C'est pas une question de temps. Justement, dans ton ouvrage, tu nous parles de tes amours, de tes femmes et tout, et on découvre certaines choses que c'est pas mal. Donne-nous un petit mot, on va dire, pas de la fin, mais si pour finir cette première conversation, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Oh, on en aura d'autres, certainement. Moi, je voulais juste dire que, en fin de compte, même quand on vit quelque chose de négatif, et ben cette chose négative, on peut la retourner en chose positive. Donc, ça veut dire que
je crois que l'être humain est foncièrement résilient. Et j'ai passé ma vie à réparer, à reconstruire ma vie. Et je dis encore une fois, moi, le truc qui me vient à l'esprit, c'est vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie, surtout. Mais comme tu le fais avec Bocal, Télébocal, qu'on peut retrouver sur le canal 31 de la TNT tous les soirs et diffusé un peu. À partir de quelle heure? On peut retrouver Télébocal tous les soirs de 21h à minuit. C'est 3 heures de programme non-stop. On est aussi diffusé sur les box. Il faut aller sur le site télébocal.org. Oui, c'est un très beau combat. Il y a tous les ans. Ouais, c'est le combat d'une vie, c'est une passion. Moi, foncièrement, je suis heureux aujourd'hui. Bien sûr. Franchement, j'ai de quoi être heureux. Merci beaucoup, Richard. Très heureux. Et merci de m'accueillir. Retrouvons-nous chaque semaine pour une nouvelle rencontre. Il y a de toutes les couleurs. En belle Thibaut et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. Bye bye.